Tu nais dans un berceau doré, ou peut-être dans deux. Deux mondes distincts, deux formes de pouvoir, deux manières de dominer les autres. Ta mère est fonctionnaire du gouvernement. Une femme respectée, élégante, toujours vêtue de costumes impeccables et entourée d'escortes qui parlent à voix basse dans leur radio. Quand elle entre dans une pièce, les gens se lèvent. Quand elle parle, les autres écoutent. Elle signe des documents qui changent des budgets, des villes, des destins entiers. Pour le pays, c'est une femme exemplaire. Pour toi, c'est simplement maman. Ton père, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le directeur de Los Angeles Azules. Mais ce n'est pas un groupe de musique, c'est une organisation. Une qui fait circuler de la drogue sur 4 continents, des cargaisons qui traversent les océans, des routes qui franchissent des frontières officiellement inexistantes, des ports, des aéroports, des laboratoires, des hommes armés. Un empire construit en silence. Quand ton père entre dans une pièce, les gens ne se lèvent pas par respect. Ils se lèvent par peur. Tu as grandi en voyant ces deux mondes. Les réceptions élégantes du gouvernement où les ministres trinquent dans des verres en cristal tout en parlant de lois, d'accords et de discours pour la presse. Et les réunions privées où personne ne porte de cravate et où personne ne pose trop de questions. Des diplomates en costume impeccablement repassés. Des hommes aux mains marquées de cicatrices. Des politiciens qui parlent de stabilité. Des mercenaires qui parlent d'argent. Quand tu étais enfant, tu ne comprenais pas la différence. Tu savais juste que dans les deux endroits, tout le monde connaissait ton nom de famille. Et tous te traitèrent bien. Très bien. Avec le temps, tu commences à comprendre quelque chose. Le pouvoir a de multiples visages. Et tes parents en possèdent plusieurs. Comme leur mariage, ta vie existe aussi entre ces deux mondes. Dans l'un, tu voyages en voitures officielles avec des drapeaux sur le capot. Dans l'autre, tu voles en jet privé sans plan de vol enregistré. Dans l'un, tu dînes avec les gouverneurs. Dans l'autre, tu écoutes des conversations qui se terminent par la disparition de quelqu'un du radar. Tu apprends vite. Tu apprends quand sourire, quand te taire, quand regarder ailleurs. Et surtout, tu apprends quelque chose d'encore plus important. Que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et qu'elles ne le sont définitivement pas pour toi. Quand ton père décide d'entrer en politique, beaucoup pensent que c'est une folie. Un homme comme lui aux élections publiques. Mais ta mère comprend quelque chose que les autres ne comprennent pas. Le pouvoir légal et le pouvoir illégal finissent toujours par se rencontrer. Alors elle l'aide, campagne, contact, discours. Et quand il gagne enfin les élections dans votre village, tout change. Maintenant ta famille ne contrôle pas seulement des affaires invisibles. Elle contrôle aussi des décisions visibles. La police, le budget, les rues. Et tu n'es plus seulement le fils de deux personnes puissantes. Tu deviens quelque chose d'autre. Quelque chose que les gens ne disent pas à voix haute, mais que tout le monde pense. Un prince obscur, l'héritier de deux empires. Tu as 20 ans, et tu n'as jamais connu le mot non. Le monde s'ouvre devant toi comme un catalogue infini. Voitures, fêtes, voyages, maisons dans différents pays. Ce que tu demandes apparaît. Si tu veux une montre, quelqu'un l'achète. Si tu veux une fête, quelqu'un l'organise. Si tu veux une personne, quelqu'un la fait venir. Et si on ne veut pas te la donner, tu la prends. Parce que tu peux. Parce que personne n'ose t'arrêter. Parce que tout le monde sait qui tu es. Dans les rues du village, on te regarde avec respect. Ou avec peur. Parfois avec les deux à la fois. Les policiers te saluent quand tu passes. Les commerçants sourient trop. Les jeunes de ton âge parlent de toi quand tu entres dans un endroit. Et tu t'habitues. Tu t'habitues à ce que tout fonctionne ainsi. Que le monde soit facile. Que les problèmes disparaissent toujours avant de t'atteindre. Que le pouvoir soit quelque chose de naturel. Quelque chose qui a toujours été là. Quelque chose qui sera toujours là. Personne ne t'arrête. Personne ne te contredit. Personne n'ose. Et avec chaque année qui passe, tu commences à croire quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, tu es dans le jacuzzi de ta demeure. L'eau chaude bouillonne. Tes deux petites amies sont avec toi. Rire. Champagne. Musique basse. Ton téléphone vibre sur la table en marbre. Un message. Un homme de ton père. Ton père est en difficulté. Tu fronces les sourcils. Puis tu hausses les épaules. S'il y a des problèmes, ta mère les résoudra. Elle le fait toujours. Tu éteins le téléphone. Tu retournes au jacuzzi.
La journée continue avec alcool, rire et musique. Les filles continuent de boire. Toi aussi, jusqu'à ce que la fatigue te terrasse. Tu te réveilles des heures plus tard. Le silence est la première chose que tu notes. Les filles ne sont pas là. Ce n'est pas anormal. Mais quelque chose d'autre se sent différent. Tu sors du jacuzzi. L'air est froid contre ta peau mouillée. Alors tu le vois. Le salon est vide. Il n'y a plus de fauteuil, plus de table, plus de télévision. Tu marches dans le couloir. Ta chambre est aussi vide. Ni vêtements, ni montre, ni chaussures, rien. Toute la maison est démantelée. Tu n'as qu'une serviette autour de la taille. Ton portable n'apparaît pas non plus. Allô? Ta voix résonne contre les murs nus. Tu inspectes chaque pièce. D'abord le salon, ou ce qui en restait. Là où il y avait d'énormes fauteuils en cuir, il n'y a plus que de l'espace vide. L'écho de tes pas rebondit contre les murs nus. Tu marches lentement, comme si tu attendais de trouver quelque chose de caché. Mais il n'y a rien. Ni table, ni tableau, ni tapis. Même pas de poussière là où se tenaient autrefois les meubles. Comme si quelqu'un avait passé des heures à démonter chaque recoin de la maison. Tu vas à la cuisine. Les placards sont ouverts. Vides. Le réfrigérateur est toujours là, mais quand tu l'ouvres, il n'y a que de l'air froid. Rien d'autre. Ni une bouteille, ni une assiette, ni un reste de nourriture. Tu refermes la porte lentement. Ta respiration commence à devenir plus lourde. Tu montes les escaliers, pieds nus. Chaque pas sonne trop fort dans une maison qui était toujours pleine de musique, d'employés, de gardes et de voix. Maintenant, il n'y a plus que toi. Tu arrives à ta chambre. La porte est ouverte. Tu pousses doucement. La pièce est immense, mais maintenant semble encore plus grande. Ton lit n'est plus là. Ton armoire non plus. Là où étaient tes montres, tes baskets, tes vêtements de créateur, il ne reste que des traces claires au sol, ni un cintre, ni un tiroir, ni une chemise. Tout a disparu. Ton cœur commence à battre plus vite. Tu vérifies la salle de bain. Vide aussi. Ni serviette, ni produit, même pas une brosse à dents. Tu retournes dans le couloir. Tu regardes autour de toi. Toute la maison ressemble à une coquille vide, comme si quelqu'un avait effacé ta vie d'un seul coup. Alors tu le vois. Quelque chose de petit par terre. Un papier. Il est près du mur. Tu t'approches. Tu le ramasses. Il est plié en deux. Tu l'ouvres. Une seule phrase écrite à la main. Tu devras choisir. Tu as déjà l'âge de le faire. Ton expression change radicalement. L'écriture est ferme, sûre. Mais tu ne reconnais pas immédiatement à qui elle appartient. Tu regardes encore autour, comme si quelqu'un pouvait observer. Tu ne comprends rien. Choisir quoi? Entre quoi? Tu sors de la demeure. La porte principale s'ouvre avec un long grincement. Le soleil te frappe le visage. Tu es pieds nus. Tu portes seulement une serviette autour de la taille. L'air extérieur semble étrange après le silence de la maison. Tu marches dans le jardin. La pelouse est parfaitement tondue. Les voitures du garage ont aussi disparu. Même le garde à l'entrée n'est plus à son poste. Tu traverses la rue. La maison du voisin est à quelques mètres. Tu frappes à la porte. Une fois, puis une autre. L'homme ouvre. Il te regarde de haut en bas. D'abord ton visage, puis la serviette, puis tes pieds nus. « Tout va bien ?» demande-t-il confus. « As-tu vu quelque chose d'étrange aujourd'hui ?» demandes-tu sans détour. Tu regardes la rue. Tout semble calme. Trop calme. « Puis-je utiliser ton téléphone? C'est urgent. » L'homme hésite une seconde. Puis il hoche la tête et s'écarte. Tu passes. Tu entres. La maison sent le café fraîchement préparé. Un contraste étrange avec la sensation de vide que tu ressens. Il te tend un téléphone. Tes mains sont un peu humides. Tu composes le numéro de ton père. La sonnerie retentit. Une fois, deux, trois. Mais personne ne répond. Tu raccroches. Tu essaies de nouveau. Rien. Le même silence. Une sensation désagréable commence à croître dans ta poitrine. Alors tu décides d'appeler ta mère. Tu composes. Le téléphone ne sonne qu'une demi-seconde. Elle répond immédiatement. « Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler. Où étais-tu » Sa voix sonne tendue, plus agitée que d'habitude.
Tu expliques rapidement. Le jacuzzi. Que tu t'es endormi. Que tu t'es réveillé et que la maison était vide. Qu'il n'y a ni meubles, ni vêtements, ni téléphone. Silence de l'autre côté. Puis tu l'entends respirer profondément, comme si elle essayait de garder son calme. « Je suis en réunion importante, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas sortir maintenant. » Pause. « Dans quelques heures, je vais chez toi. » Tu veux dire autre chose. Mais elle est déjà au téléphone avec quelqu'un dans la salle où elle se trouve. Puis elle revient au téléphone. « Reste là. Ne bouge pas. » L'appel est coupé. Le ton mort résonne dans ton oreille. Tu baisses lentement le téléphone. Et pour la première fois de la journée, tu commences à sentir. Tu essaies de nouveau d'appeler. Un des directeurs de Los Angeles Azules répond. « Où est mon père ?» Silence. Puis une réponse froide. « Ton père nous a trahis. » L'air semble devenir plus lourd. « Nous le cherchons. » Comme nous te cherchons pour que tu mettes un like sur cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne. Tu sais ce que cela signifie. Il ne cherche pas à parler. Tu raccroches. Tu retournes à pied dans ta maison vide. Tu attends ta mère. Ce qui arrive, ce sont des voitures de patrouille. Les lumières bleues illuminent la rue. Ton cœur s'accélère. Peut-être viennent-ils te chercher. Mais non. Un officier descend de la voiture. « Ta mère nous a envoyés. Nous allons te mettre en sécurité. » Tu montes dans la voiture. Alors qu'il traverse la ville, tu essaies d'organiser tes pensées. Peut-être aurais-tu dû aider ton père. Peut-être que ce message était important. Tu arrives à la maison gouvernementale. Ils te conduisent directement au bureau de ta mère. Elle te regarde, inquiète. Que s'est-il passé? Tu racontes tout. L'appel, la maison vide, la note. Au fond, tu n'es pas trop inquiet. Ils ont des maisons sur tout le continent. 3 par pays. Mais ta mère sait très bien pourquoi tu restes calme. J'ai besoin que tu m'aides à trouver ton père. Tu hoches la tête. Ils ont pris mon portable. C'est là qu'il m'a appelé. Les techniciens du gouvernement travaillent rapidement. Ils triangulent le dernier signal. Un emplacement. Ta mère ordonne de mobiliser des forces spéciales. Et tu y vas avec eux. La cache se trouve en périphérie, à plusieurs kilomètres de la ville, loin des routes principales, cachée entre des terrains secs et des constructions abandonnées que personne ne visite depuis des années. Un énorme véhicule gouvernemental s'arrête à une centaine de mètres. Les lumières éclairent une vieille structure en béton. Une usine officiellement fermée depuis des décennies. Mais tu sais que beaucoup d'endroits abandonnés changent simplement de propriétaire. Armes prêtes, gilet pare-balles, casque. L'un d'eux lève le poing et tous s'arrêtent. Silence. On n'entend que le vent qui passe entre les tôles desserrées du toit. Ta mère descend du véhicule. Son visage est sérieux, concentré. Elle ne semble pas être la même femme qui parle lors des conférences de presse. Ici, elle est une autre personne. Plus froide, plus directe. Les soldats avancent vers l'entrée. L'un pousse la porte métallique avec la pointe de son arme. La porte s'ouvre avec un long grincement. Obscurité. Une lampe portative s'allume. La lumière tranche l'intérieur du bâtiment. Poussière flottant dans l'air. Caisses empilées. Ordinateur débranché. « C'est propre », dit un des soldats. Mais ils entrent quand même, pièce par pièce, couloir par couloir. Tu marches derrière eux aux côtés de ta mère. L'écho des pas résonne creux. Tout semble avoir été abandonné depuis des heures. Peut-être moins. Il y a encore une tasse de café sur une table. Froide. Un moniteur allumé affiche un écran noir. Un ventilateur continue de tourner lentement au plafond. Quelqu'un est parti rapidement. Trop rapidement. Ta mère regarde autour d'elle avec frustration. Nous sommes arrivés trop tard. Les soldats continuaient à fouiller. Porte, tiroir, caisse. Rien. Ni une personne, ni une arme, ni un document. C'est vide. Comme si quelqu'un avait eu le temps de tout effacer. Mais alors que tu observes les lieux, quelque chose attire ton attention. Dans un coin du dépôt, il y a plusieurs caisses en bois. L'une d'elles est légèrement déplacée. Tu t'approches, tu la pousses du pied. Derrière, presque caché contre le mur, il y a un papier plié. Ton estomac se tend. Tu le ramasses. Tu l'ouvres. Les mots sont écrits à l'encre noire. Ferme.
La trahison se paie avec du sang, ta mère ou toi. Si tu n'apparais pas chez toi dans 2 heures, nous supposerons que tu as choisi ton père. Ta respiration devient plus lourde. Tu relis la phrase. Encore une fois. Quelque chose dans l'écriture te semble familier. Très familier. Mais ton esprit est trop embrouillé pour comprendre pourquoi. Qui écrirait une chose pareille? Les hommes de ton père? Ses ennemis? Quelqu'un du gouvernement? La peur commence à se mêler à la colère. Tu froisses le papier dans ta main. Et tu le déchires. Qu'as-tu trouvé? Demande ta mère de l'autre côté de la pièce. Tu prends une profonde inspiration. Rien d'important. Mais ta voix ne sonne pas aussi ferme que tu le souhaiterais. Tu sors ton téléphone, tu l'appelles. Elle répond à la seconde. Que se passe-t-il? Nous devons rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que j'apparaisse là-bas. Silence. Tu peux imaginer son expression de l'autre côté. En colère. Irrité. Toute cette opération lui fait perdre du temps. Du temps politique. Du temps stratégique. C'est ridicule à présent, dit-elle enfin. Tu presses le téléphone contre ton oreille. Le jeu est terminé. Ta voix sonne plus dure maintenant, plus déterminée. Qu'ils viennent donc. Tu regardes autour de toi dans cet endroit vide. Les tables, les ordinateurs, les caisses abandonnées. Quelqu'un a planifié tout cela soigneusement. Et maintenant, il ne reste qu'une adresse. Vous retournez dans ton quartier. Vous passez par la maison du voisin. Vous vous lavez. Vous vous changez. Vous attendez que les 2 heures s'écoulent. Puis vous retournez à ta maison vide. Le silence revient. Les minutes passent. Puis 1 heure. Puis une autre. Alors tu entends une sirène. Des véhicules encerclent la maison. Des hommes armés descendent. Ta mère les reconnaît immédiatement. Los Angeles Azules. L'un d'eux retire son casque. C'est ton père. Il te regarde. Pas avec joie. Avec déception. Pourquoi as-tu choisi de trahir ta mère? Ta mère le regarde, confuse. De quoi parles-tu? Ton père soupire. Tout cela était un test pour lui. Il te pointe du doigt, pour qu'il comprenne que les luxes peuvent disparaître en quelques secondes. Alors tu comprends. Les notes. La maison vide. Tout cela venait de lui. Ta mère éclate. Tu ne m'as même pas consulté. Je devais régler ça seule, répond ton père. Il est déjà en âge de décider. Elle se jette sur lui. Les hommes armés ne bougent pas. Tu regardes autour de toi. Aidez-moi! Personne ne répond. Tu essaies de ramasser une arme par terre. Elle est lourde. Tu n'en as jamais tenu une. Un des hommes interprète ton geste comme une menace. Il tire. La douleur explose dans ta jambe. Tu tombes. Trop vite. Tes parents s'arrêtent. Ils te regardent. La balle a atteint une artère. Ton père court vers toi. Il pleure. Ta mère est paralysée. Tu veux dire quelque chose. Demander pardon. Mais le sang continue de couler. Alors arrivent les sirènes. La police. Ils voient les hommes armés. Ils voient tes parents. Ils te voient au sol. Pour eux, tout est clair. Tes parents seront arrêtés. Et toi, tu fermes les yeux sachant que le